La ligne bleue, mardi le 25 février 2020, Renaud Saint-Laurent en compagnie de Raphaël Bergeron-Gosselin. Bonjour Raphaël. Allô. Aujourd'hui, cette semaine, en fait pour plusieurs semaines, Saint-Laurence qui est parti se faire griller au soleil On du sait pas Mexique. trop quand, comment elle va revenir, dans quel état va revenir. C'est sa perte finalement, parce qu'il n'a pas l'occasion aujourd'hui de vivre cet épisode absolument rempli d'émotions. C'est vrai. On va tenter de vous faire revivre ce qu'on a vécu ce week-end, parce que ça a été un week-end absolument incroyable pour toute l'organisation des Carabins. On va en reparler, mais écoute, c'est le début des séries. Beaucoup en force. de beaux moments. Oh, et vraiment, là, la barre est très haute pour la suite des choses, parce qu'il reste encore 2 semaines aux séries éliminatoires, puis par la suite, les championnats canadiens. Donc, on va commencer par le commencement. Parlons de hockey, Raphaël. Pourquoi pas? Immense surprise au hockey, alors que les Carabins, au terme d'une saison régulière un peu plus difficile qu'à l'habitude, ont réussi à surprendre la meilleure équipe au pays, l'équipe classée numéro 1 au classement U-Sport, les Stingers de Concordia. Pourquoi pas, t'sais, arriver en demi-finale, clairement, là, pas les favoris, négligés, exactement. On se présente là avec, mais je dirais pas moins de pression, parce que je pense que quand on porte le chandail des Carabins au hockey, ça vient avec une tradition d'excellence. On est bien encadré, tu sais, quand on est coaché par une femme comme Isabelle Leclerc, directrice générale Daniel Sauvageau autour de nous, je pense qu'on a toujours des standards élevés. Mais là, le classement faisait en sorte qu'on était négligé, mais on a reçu Alexandra Labelle, une des pilières, des vétérans de l'équipe, la semaine dernière. Puis elle, ce qu'elle nous disait, c'est que tu sais, oui, Concordia sont fortes. J'ai parlé à Annie Germain aussi la semaine dernière, même chose qu'elle nous disait. Concordia, on peut pas nier qu'elles sont fortes, mais on n'a pas peur d'elles. On sait qu'on peut les battre. Et des équipes que Concordia peut affronter au premier tour, c'est peut-être les Carabins qu'elle souhaitait le moins affronter, finalement. Ça, personne va le dire du côté de Concordia, mais il y a de fortes chances, je pense. Parce que, en raison effectivement de l'historique de ce programme-là. Exactement. C'est peut-être pas la meilleure façon pour débuter les séries. Exactement. C'est pas un cadeau d'arriver en première ronde, surtout quand tu as connu une saison quasi parfaite comme Concordia. Et on l'a vu parce que, bon, premier match jeudi soir. Jeudi soir, nous étions à l'Arena Ed Meager de Concordia. Exactement. On s'est présenté là, en territoire hostile. Finalement, il y avait quand même des partisans des Bleus un petit peu, mais faut dire que le mauve et jaune était prédominant dans l'Arena, ce qui est normal. Donc, les Stingers... Plus Bourgogne, ceci dit. Bourgogne, ouais, c'est ça. Plus Bourgogne, ouais. Mais je cherchais la couleur, là. C'est correct. Bourgogne, mais les Stingers ont commencé en force, en puissance, comme on s'y attendait. Beaucoup de tirs sur la gardienne Maud Trévisan, qui elle était... Toujours un match sublime. Solide. Finalement, comment ça se passe? Bon, le pointage est de 1-1, bref. Et, en fait, faut dire les Stingers menaient 1-0. Ouais, c'est vrai. Jusqu'en tard en troisième période, il restait un peu moins de 5 minutes. Il restait moins de 5 minutes, c'est vrai. Les Stingers avaient pris le... Honnêtement, à ce moment-là, c'était bon, ils vont gagner 1-0, parce que c'était vraiment, elle dominait à certaines facettes de jeu, pas toutes, mais tu sais, pour le nombre de tirs au but, bref, on s'approchait de la en fin de troisième période, là, je sais pas exactement, mais tu sais, on avait plus de tirs au but, et c'est ça, comme tu as dit, bon, il reste environ 5 minutes, on perd 1-0, mais quand même, on avait réussi parce qu'après 2 périodes, c'était 0-0. On était en troisième période, les Stingers, exactement, ouvrent la marque, là, on se dit, bon, ben, ça va être difficile, il restait 5 minutes. Finalement, Annie Germain, excellent tir, tu sais, parfait, des bons par l'aile, puis finalement, ça a comme réveillé tout le monde. Ça réveille tout le monde. Finalement. Là, c'est là qu'on a joué peut-être un petit peu de chance, on pourrait dire les choses comme elles sont. Il reste environ 30 secondes au match. Les Stingers frappent un poteau directement sur le poteau. Donc, quand même, les bonnes équipes font leur chance, donc on se retrouve en prolongation. Là, comment ça fonctionne en séries éliminatoires, c'est qu'il n'y a pas de tir de pénalité. Là. C'est prolongation à 4 contre 4 jusqu'à temps qu'une équipe nuit, marque. s'il le faut. Là, exactement. Ça a passé proche même d'être toute la nuit. Oui. Donc, premier 10 minutes de prolongation, pas de but. Deuxième période de prolongation, donc 20 minutes complet, pas de but. 4 contre 4. 4 contre 4. Il y avait beaucoup de chances de marquer, faut dire. On a retenu notre souffle à plusieurs reprises. Ah oui, puis les Stingers, encore une fois, ont frappé si c'est pas 2 poteaux en prolongation. Il y a au moins 2-3 fois dans le match où la foule s'est levée pensant qu'il y avait un but. Puis là, t'as l'arbitre qui fait signe, pas de but, donc la foule se lève et Maud fait le travail, les défenseurs autour d'elle font le travail pour envoyer la rondelle à l'autre bout de la patinoire. Bref, on se défend bien. Jusqu'à temps que Jessica Boulanger réussisse un revirement, ça mène en échappée et rate sa chance en échappée, mais 15-20 secondes plus tard, alors que son chiffre, je veux dire, sur la patinoire, là, sa présence sur la patinoire tire à sa fin, l'énergie était plus vraiment là, réussit à faire une belle petite passe à Annie Germain qui repart en échappée, donc seul devant la gardienne adverse.
Puis là, bon tir, bas la gardienne, tombe, rentre dans la bande, le banc des Blues vide. On signe la première victoire de la série, une série de 3, donc on prend les devants 1-0. Faut dire quand même, je vais ouvrir une petite parenthèse, Raphaël. Quelques heures plus tôt, tu publiais un opus sur Annie Germain, un portrait que tu as écrit sur elle et sa famille. Très bon texte d'ailleurs, vous pourrez aller le voir sur notre site web et sur nos plateformes sociales sur Annie Germain qui est 9e de sur 10 9, enfants. 9e sur 10. Ouais. Famille de 10 enfants, les 9e. Jeune dame de Val d'Or. Tout le monde, ou presque tout le monde dans la famille a joué au hockey, sinon au basket. Voilà. Une famille de sportifs. Une histoire humaine extraordinaire. Ouais, vraiment. Et là, donc, tu publies ce texte-là. Marc, Peut-être galvanisé par ce texte-là. ben écoute, moi j'aime le penser. Marc 2 buts, quelques heures plus tard. 2 buts importants. Tu sais, le but avec 3 minutes à faire en troisième, puis le but en troisième prolongation. Quand elle est sortie de la glace, vraiment, ça paraissait qu'elle était contente. Avec raison. Est-ce qu'elle t'a félicité pour ton texte? Ben c'est moi-même que j'y ai écrit après ça, parce qu'on s'était texté, on s'était écrit, puis j'ai marqué, je sais pas si c'est le texte qui a fait ça, mais si c'est ça, on peut en refaire un avant chaque match. Puis bon, elle trouvait ça bien comique, je pense pas que c'est ça, mais bref, gros match de elle et de Maud Trévisan, qui a fait 56 arrêts dans la deuxième étoile du match, après Annie, justement, 56 arrêts. 56 arrêts, c'est, en tout cas, ben, j'ai déjà vu des chiffres comme ça, là, mais très rarement. C'est une performance énorme de Maud Trévisan. On se transporte au deuxième match samedi, donc ici au Sepsum, on a l'énergie et tout, mais faut pas oublier que les Steniers, comme on l'a dit, représentent une des puissances au Canada. Ils l'ont prouvé, nous ont battu 5-3. C'est un match plus difficile, là. Après une période, c'était 3-0, si je me trompe pas. 4-0 en début de deuxième. Exactement, donc on n'a jamais... On était dans le match parce qu'on a remonté pour même à 5-3, puis à 5-3, alors qu'il restait environ 4-5 minutes, on a eu une très bonne chance de marquer. Bon là, c'est des si, c'est des mais, là, mais advenant qu'on marque, ça aurait fait 5-4. Le gardien, bref, on était dans le match mais vers la fin. Et je pense que à la fin justement, on parlait un petit peu sur la galerie de presse, puis je me disais au moins, tu sais, on va chercher un certain momentum pour le match numéro 3 qui va avoir lieu dès le lendemain, parce que bon, si on n'avait pas marqué de but, ça avait fini 5-3, une dégelée, tu sais, Maud a été retiré du match, c'est vraiment pas de sa faute, là, les Steniers ont dominé, mais bref, tu sais, ça l'a fait qu'une confiance pour une gardienne. Là au moins, on était capable de marquer des buts, de prouver qu'on pouvait rivaliser. On a juste connu une mauvaise première moitié de match, disons ça comme ça. Donc 1-1. On se transporte de nouveau. On retourne dans l'ouest de l'île au campus Loyola dimanche après-midi pour le troisième et ultime match de cette finale. Troisième et match ultime, donc... Et là, nous étions sur le bout de notre siège. Vraiment, parce que là, l'équipe qui gagne ce match, là, dans le fond, tu gagnes un match, c'est déjà bien, mais tu gagnes ton billet pour la finale RSEQ, ce qui est encore mieux, et tu gagnes ton billet pour le championnat canadien en plus, ce qui est encore mieux. Donc, effectivement, parce que si je ne me trompe pas, les deux finalistes du Québec, de facto, se qualifier pour le championnat canadien, peu importe qui est champion. Exactement. Donc, c'était un match qui avait beaucoup d'enjeux. Oui. Et là, ça commence. Au premier match, on avait été un petit peu dominé, comme je disais, beaucoup de tirs. Finalement, on l'emporte. Deuxième match, on perd. Et là, c'était vraiment le premier match, je trouve, qui était égal. Des chances de marquer d'un côté comme de l'autre. Les tirs au but, c'était pas mal semblable d'un côté comme de l'autre. Finalement, c'est les Steniers qui ouvrent la marque. En avantage numérique. Exactement, en avantage numérique. Donc, 1-0, là, tu te dis, c'est pas fini, mais... Claudia Dubois. Ouais. Donc, tu te dis, c'est pas fini, mais ce sera pas facile. Finalement, on crée l'égalité. Là, bon, l'avantage numérique, nous aussi, ça faisait longtemps avantage numérique. L'avantage numérique. 2-2. Comment? Kim Poirier marque l'avantage numérique. Même une vidéo qu'on a mis sur notre Facebook. Allez voir ça. Chez Weber, on avait dit. Une belle passe d'Alexandre Labelle. Un bon tir de la pointe, là, vraiment solide avec la vigueur, donc qui marque. Finalement, on va chercher les devants dans ce match-là 2-1. Grâce à la recrue Mylène Lefebvre. Exactement, Mylène Lefebvre qui fonce au filet. Pour cette saison ici. Oui, c'est vrai, on l'a reçu. Donc, fonce au filet, marque le but 2-1. Là, à ce moment-là, on est vraiment... 2-1 après 2 périodes. 2-1 après 2 périodes. Et là, c'est là que ça commence un peu à se chambouler. Là. Donc, beaucoup de monde autour du filet de Maud Trévisan en troisième période. Il reste pas beaucoup de temps au cadran. Et là, on est très nerveux. On s'écrit, là, on se textait. On n'est pas les seuls. Dans l'aréna, il y avait une ambiance. Là, puis même que notre... David, notre caméraman de la diffusion, m'écrivait. Arnaud, notre collègue, s'y m'écrivait. Il y a beaucoup de monde qui s'écrivait. Donc, les gens qui ont suivi la saison regardaient ce match-là en web diffusion s'ils n'étaient pas sur place. Et là, finalement, l'arbitre accorde un but aux Steniers de Concordia qui... controversé, disons-le comme ça. Et si on regarde la web diffusion, je peux dire comme c'est facile de s'en faire une opinion. Bref, on vous laisse aller regarder. Là. La reprise derrière le filet, la caméra derrière le filet ne pardonne pas. Montre que la rondelle n'a probablement pas passé la ligne. Bon pied et demi, facile. Là. Mais je pense qu'à ce moment-là,
ça peut avoir changé, je vais dire ça comme ça, notre saison, puis même pour ce qui est à venir. Parce que quand t'accordes un but qui en est potentiellement pas un face à une excellente équipe, puis là ça ramène à 2-2. Ah, ça aurait pu scier les jambes. Exactement, ça peut là, te scier les jambes, t'enlever toute ton énergie, tout ton momentum. Parce que là, on était à quelques minutes d'aller chercher la victoire. Là. Et là, finalement, les Steiners reviennent dans le match, puis ça a été long. Les arbitres ont parlé longtemps, puis quand ils ont finalement fait le signe, bon but, ouais, vraiment, quand ils ont fait le signe, la foule s'est levée, les filles étaient complètement excité du côté des Steiners. L'enjeu, il faut dire, c'est que c'est facile de dire avec la reprise par la suite. Bon, il y avait peut-être un mauvais positionnement peut-être pour voir la rondelle correctement, mais dans l'ensemble, c'est sûr qu'il n'y a pas de reprise dans la RSEQ. Non, c'est ça, l'arbitre devait se fier à ce qu'elle avait vu. Là. Si la personne qui est en position de faire l'appel n'a pas vu un bon angle, n'a pas vu la bonne chose, ben là, le mauvais appel tenait, parce qu'on sait que dans le sport, lorsqu'un appel est fait sur le jeu, pour qu'il soit renversé, il faut qu'il y ait une preuve irréfutable du contraire. C'est pour ça aussi que je me demandais... Si ça avait été appelé au début pas un but, probablement que ça serait resté pas un but. Ouais, exact. Mais c'est pour ça que je me demandais à un certain moment, après comme 4-5 minutes de réflexion avec les arbitres, je me disais, qu'est-ce qu'ils se disent? Parce que, tu sais, dans la Ligue nationale, par exemple, on les voit regarder les mille et un angles de caméra et tout. J'étais comme, tu sais, à un moment donné, à un certain moment, il y a un arbitre là, qui était là, puis que là, tu sais, elle l'a vu ou elle l'a pas vu. Je comprends qu'il y a une discussion, mais tu sais, c'était long. Bref, on voyait que... C'était un but immense. Ça faisait 2-2 dans le troisième match, une demi-finale. Ils voulaient s'assurer de prendre la bonne décision selon eux. Bref, l'erreur est humaine. Disons ça comme ça. Donc, 2-2. Et là, à ce moment-là, j'ai aimé la réaction des filles. On s'est levé, tape sur la bande avec notre bâton. On a les entraîneurs. On voyait que les entraîneurs étaient quand même un peu frustrés, mais les joueurs se sont vraiment dit, on laisse ça de côté pour on rembarque sur la patinoire. Et là, ça a pris quelques minutes. 5 minutes, puis Annabelle Faubert a marqué un but. Probablement, on pourrait lui demander, parce qu'on la reçoit un petit peu plus tard. Quel extraordinaire plug. Demain, on la reçoit, effectivement. Mais probablement un des plus gros buts de sa carrière, parce que elle tire le bâton, dévie une rondelle, et marque un but qui fait 3-2. Et là, à partir de ce moment-là, on a fermé les livres. On a fermé les livres, on a créé probablement une des grosses surprises au hockey universitaire là, canadien, je dirais, lors de la dernière fin de semaine. Et finalement, comme je disais au début, on accède à la finale, on accède notre billet pour le championnat canadien, et on va aller défendre notre titre de championne provinciale, parce qu'avant de penser au championnat canadien, il y a la bannière provinciale qu'on va aller chercher encore contre les Martlets de McGill, comme l'an passé. L'année passée, on les a battus en 2. Exact, elles ont battu les GGs de l'Université d'Ottawa en 2 matchs. En 2 matchs, exactement. La faute encore, je pense que je me trompe pas, tous nos titres provinciaux ont été gagnés contre les Martlets. Ben écoute, c'est deux des meilleures équipes au Canada, aussi, une grande rivalité. On a l'horaire de cette finale-là, Raphaël, pour ceux qui voudraient venir nous voir les matchs. Certainement. Ça commence jeudi. Jeudi soir à l'Arena, c'est McConnell, exactement, de McGill. Soit dit en passant, si ça vous intéresse d'aller encourager les Bleus, elle n'est pas très loin, cette Arena McConnell, elle est juste de l'autre côté de la montagne. C'est très facile d'y accéder. Et le match est à 19h. 19h. Après ça, samedi. Oui, le match numéro 2. Deuxième match, ça va se jouer ici au Sepsum à 14h. Donc, étant donné que les Martlets sont terminés au deuxième rang du RSEQ, nous au quatrième. Donc, le deuxième match va être joué ici samedi après-midi. Et advenant, un match numéro 3, un match décisif. On retourne à l'Arena McConnell dimanche à 14h. 14h. Ouais. Excellent. Donc, à 14h dimanche advenant, la nécessité d'un match numéro 3. Donc, du gros hockey ce week-end pour la finale provinciale. Vraiment. Encore une fois, les Carabins sont déjà qualifiés pour le championnat canadien, mais ils aimeraient mettre la main sur un autre titre provincial, défendre leur couronne de champion du Québec. J'allais dire, ça va être une 3e participation au championnat canadien de suite, quand même. Quand on fait partie de la division la plus forte au Canada, là, sans doter les Steiners qu'on a éliminés, les Martlets. GG, ils ont terminé en haut de nos classements cette saison. Donc, de se qualifier pour une 3e année de suite, c'est gros. Là. C'est exceptionnel aussi que ce soit notre 10e finale du Québec en 11 ans d'existence. C'est quand même aussi vraiment extraordinaire. Donc, bravo aux Carabins qui se qualifient pour la finale. C'est le gros événement en termes de série ce week-end, parce que les finales de volleyball ont lieu dans 2 semaines, pas ce week-end, mais le prochain, on en reparlera plus. La semaine prochaine, on va recevoir des joueurs de volleyball pour vraiment mettre la table. Mais d'abord et avant tout, il y avait du gros volley, on va le dire, on va le résumer, ces matchs de volley. C'était vendredi et samedi. D'abord, vendredi, avec un gros programme double. Les femmes contre le Warrior de Sherbrooke et les hommes contre les Reds de l'Université, exactement, du UNB du Nouveau-Brunswick. Donc, on commence ça vendredi soir. On a mis en plus la table. On a honoré les équipes d'étoiles. Donc, les joueurs et les joueuses qui ont obtenu des places sur la première et deuxième équipe d'étoiles. Les joueurs et les joueuses finissantes aussi. Donc, des belles cérémonies d'avant-match. Et les honneurs individuels également. Oui, parce qu'on a eu des honneurs individuels. Recrue de l'année. Alexis Tournier, qui a été incroyable, qui a contribué au succès de l'équipe dès sa première année, dès les premiers matchs de la saison.
saison. Gabriel Chancy, MVP, qui a été élu joueur par excellence de la saison, qui est finissant aussi. Mérité après plusieurs années à dominer le circuit. Ouais. Un des meilleurs passeurs au Canada, si c'est pas le meilleur. Ouais. Je me rappelle l'an passé, ou c'est-tu l'an passé? Il y a 2 ans au championnat canadien, il y avait des gars qui l'avaient jamais vu jouer, puis ça reste un monde de volleyball. Là, mais les gens sur le circuit universitaire canadien connaissent son nom et connaissent sa réputation. Donc un honneur amplement mérité. Bravo Gabriel. Et là finalement on commence ça avec les matchs. Oui. Les filles en premier face aux Warriors de l'Université de Sherbrooke et je dirais que historiquement peut-être le Warrior qui je vais pas dire plus faible parce que c'est pas ça là, mais souvent on entend parler de nous, bon, qu'on accède là cette année vu qu'on a gagné, spoiler je vous le dis, on accède à une 15e finale provinciale de suite, le Rouge et Or qui est une puissance, l'UQAM, même McGill l'an passé, donc on parle juste un petit peu moins de Sherbrooke et là cette année Sherbrooke a connu une très bonne saison et arrive et avec le coach Annie Martin là, qui est en puissance et l'entraîneur-chef Olivier Trudel qui me disait tu vas voir cette semaine Sherbrooke ça sera pas facile, il disait c'est une équipe ils sont fatigués mais tu sais en disant ils abandonnent jamais, ils travaillent fort, même s'ils tirent de l'arrière, même s'ils perdent un set 25-0, tu sais que le set d'après vont revenir en force. C'est exactement ce qui est arrivé parce que vendredi on l'a emporté mais ça a repris 5 manches quand même au Carabin pour aller chercher cette victoire là. Un match qui était pas facile puis il y avait de l'ambiance, je peux vous le dire au Sepsum. Oui, il y avait du monde vendredi. Il y avait du monde, le gymnase qui était très bien rempli, c'était bruyant. Finalement on va chercher cette grosse victoire là qui a donné une belle énergie à l'équipe. Puis tu sais ce que j'ai aimé aussi c'est que tout le monde a contribué là, parce que par moment tout le monde a eu des petits creux je dirais, mais tout le monde après ça a contribué, autant la libéro Alex Gagné qui a relevé là, des gros ballons surtout au 5e manche, mon Babin Adriana de Rismond Rodrigue comme d'habitude là, qui mène souvent l'équipe pour les attaques marquantes, 2-3 attaques retentissantes en fin de match d'ailleurs. Adriana là, des grosses frappes là, tu sais que tu prends des risques là, parce que quand tu frappes fort comme ça il y a toujours un danger de se faire bloquer, de frapper dans le filet, bref à l'extérieur. C'est motif pour une 5e année Raphaël, ces matchs-là, que c'est le cas d'Adriana notamment avec d'autres joueurs dans l'équipe, c'est potentiellement tes derniers matchs. Parce que si on perdait ce match-là en 5 manches, là on était en 5 manches, il y avait une possibilité qu'on perde là. Le lendemain on allait jouer à Sherbrooke, maintenant qu'on perd encore, c'était son dernier match au Sepsum, mais sa carrière était terminée, c'est comme ça que ça se terminait donc. Mais c'est assuré de revenir au Sepsum parce que on a remporté le match, donc samedi on allait à Sherbrooke et là même si on perdait on revenait le dimanche. Mais à Sherbrooke on est allé signer une victoire, mais une autre victoire en 5 manches, donc on a joué quand même 10 manches de volleyball. Même en 5e manche ça allait pas très bien là. Ben non, c'est parce que là, à un certain moment, je suivais le match en web diffusion sur Twitter et de toutes les manières possibles. Et là, 14-10 pour le Warrior. D'ailleurs, je sais pas ça, le trépied t'as pas à niveau. Non, pas facile. Mais bref, on fait avec ce qu'on peut. On les suivait de la manière qu'on peut. Et là, 14-10 pour le Warrior. Donc, le 5e manche, pour ceux qui sont moins habitués, c'est une manche de 15. Donc, premier à 15. Au volleyball, c'est rare qu'on va faire 5 ou 6 points de suite. Surtout à 14-10 en point de match. C'est ça. Et là, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 15-14 pour nous et 16-14. On gagne ce match-là. On a fait 6 points de suite pour remporter le match, pour remporter la série, pour accéder à une 15e finale de suite, pour poursuivre notre saison. Bref, encore une fois, une grosse victoire avec... il y avait beaucoup d'enjeux. On est allé chercher cette victoire-là. On vise un 6e championnat provincial de suite aussi. On va affronter le Rouge et Or qui eux ont vaincu les Martlets de McGill en 2 matchs. Donc finale tant entendu. Si on avait à choisir, je pense qu'on prendrait souvent des finales Carabin Rouge et Or là, pour la rivalité et tout. Donc chez les dames, en finale ça va être un match au Sepsum, un match au PEPS, puis un 3e match nécessaire au Sepsum. Donc vendredi au Sepsum, vendredi soir prochain, pas ce vendredi l'autre. Samedi au PEPS à Québec et dimanche au Sepsum. Exactement. Pendant ce temps-là, pendant que les filles ont battu le Warrior en 2 matchs difficiles, les gars, eux, recevaient les Reds de UNB et étant donné la distance entre les deux écoles, les deux universités, donc tous les matchs se jouaient au Sepsum. Vendredi soir, donc après le beau match des filles, belle énergie dans le Sepsum, là, après une victoire en 5 manches, les gars ont poursuivi ça, on peut dire comme ça, avec une victoire en 3 manches. Une victoire qui, sans dire a été facile parce que c'est pas ça là, les Reds ont offert une belle opposition mais tu sais c'était convaincant disons-le comme ça. Ils ont montré pourquoi ils ont fini la saison avec une fiche de 15 victoires, une défaite. 15 victoires, une défaite. Meilleure fiche de leur histoire. On a fait ce qu'on avait à faire. T'sais. Cette année, on a marqué nos points. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'attendait pas que l'adversaire fasse une erreur, service dans le filet. Nous, on prenait des chances et ça, la majorité du temps, ça fonctionnait. Donc c'est ce qu'on a continué à faire. Yacine Cassis a continué à relever des ballons incroyables. Youssef a continué à défoncer le plancher avec des attaques incroyables. Bref, on va chercher une victoire
en 3 manches, pas trop difficile et surtout pas trop drainante en énergie. Donc on rejouait dès le lendemain. On arrive frais et dispo le lendemain, mais quand même, c'est pas facile. Et là, les Reds, eux, c'était leur saison qui était à l'enjeu, parce qu'advenant une défaite, c'était terminé. Et ils sont très, très, très bien battus. On remporté les 2 premières manches. On perdait 2-0. Et là, ça a forcé l'entraîneur-chef Gazi Guidara à travailler fort, disons. Ouais. Jouer avec son banc. Tu sais, c'est Olivier Riopelle qui a été blessé une partie de l'année. Une bonne partie de la saison quand même au doigt. Ouais, exactement. Au petit doigt droit. Ouais. Donc, lui un attaquant en position 4 et on en a plusieurs là, mais toute l'année ça a pas mal été Alexis Tournier la recrue et Julien Boileau qui ont joué à cette position là et là donc Olivier est arrivé donc on a alterné là, par moment c'était Alexis qui sortait c'était pas parce que les joueurs faisaient mal Julien a sorti aussi c'était plus pour changer le rythme changer le momentum et ce que Gazi nous a dit après le match qu'on a remporté en 5 manches les gars sont relevés de manière exceptionnelle là, c'est ça on a remporté la 3e manche la 4e et la 5e manche pour eux aussi accéder à la finale, billets pour le championnat canadien et tout là, comme tous les autres. Donc et on va affronter le Rouge et Or de l'Université Laval qui eux ont battu le Vert et Or de Sherbrooke quand même en 3 matchs, ça a pas été facile. Mais ce que Gazi nous expliquait après le match puis que j'ai trouvé exceptionnel, c'est qu'il disait Olivier Riopelle est revenu à l'entraînement cette semaine, mais étant donné que c'était une blessure au doigt, a seulement pratiqué le jeu à l'arrière. Donc quand t'es en arrière, donc c'est de la défensive. Et lui est un ancien libéraux, donc un spécialiste de la défensive. Donc tu sais, il était à l'aise midi, il avait pas pratiqué aucune séance d'entraînement à l'avant, donc il avait pas bloqué parce qu'il voulait pas aggraver sa blessure et il voulait pas frapper, donc tu sais il avait jamais mis son doigt à l'épreuve, il l'avait pas encore testé. Là t'arrives d'un match face tu sais un match vraiment important de demi-finale qui s'en va en 5 manches puis tu joues puis il a joué un gros match, bloqué des ballons, frappé, tu sais lui il sert en spikant donc lance le ballon dans les airs, frappe fort, bref son doigt a tenu le coup, après le match j'allais le voir puis le doigt finalement c'est parfait, je suis content de l'avoir testé en match puis ça a fonctionné, donc puis là on a 2 semaines de repos disons-le comme ça, ce qu'on va pratiquer, mais on peut soigner les blessures. Donc, grosse victoire. Tout le monde a contribué encore une fois. Puis, on s'en va en finale contre le Rouge et Or. Donc, programme double face au Rouge et Or vendredi soir prochain. Samedi, ce sera seulement les hommes parce que les filles vont aller jouer à Québec. Il y a des matchs 3, ça sera un autre programme double peut-être. C'est vraiment important de le mentionner. Peu importe si c'est une équipe de l'Atlantique ou pas. Depuis l'annexion de l'Atlantique et du Québec, tous les matchs d'une série sont joués au même endroit en volleyball masculin. Donc, dans le cas du Caramel Rouge et Or, il n'y aura pas de match à Québec chez les hommes. Non. C'est tout au Sepsum. Donc, vendredi, samedi et potentiellement dimanche, si nécessaire. Tout au Sepsum. Donc, cette fin de semaine, c'est vraiment du gros hockey. La fin de semaine prochaine, c'est le temps du volleyball. Ça va être immense. Vraiment. Tout le week-end, Caramel Rouge et Or. Tu sais, on parle souvent de, mettons, à l'automne, match de football, belle ambiance. Tu sais, c'est sûr que c'est un autre niveau, mais si j'avais à mettre tous les sports confondus, là, tu sais, au hockey, il y a des belles foules par moment et tout, mais un match de volleyball face au Rouge et Or le vendredi soir au Sepsum, ça fait partie dans le top. Là. Ah oui, ça va il y a rarement autant d'ambiance que ça au Sepsum, donc c'est le moment. Là. Si vous voulez crier, entendre du bruit, voir du jeu intense, c'est là que ça se passe. C'est un des gros moments de l'année au Sepsum. Absolument. Et Raphaël, il y avait également les championnats canadiens de natation, cette fois-ci dans la piscine de l'Université de Victoria, en Colombie-Britannique. En même temps que tout ça, à l'autre bout du pays, l'équipe de natation était dans la piscine pour le championnat canadien. Dernière étape de leur saison. Ouais, après ça se terminait, donc écoute, on a voyagé, on a fait le voyage, on est allé là-bas. Les femmes, au final, ont terminé en 5e position, ce qui est excellent. Et les hommes, eux, ont terminé en 8e rang du classement général canadien. Donc, 2 belles performances d'équipe pour les Carabins. Il faut savoir aussi qu'il y avait quelques quand même blessés d'importance, autant d'un côté comme de l'autre. Là. On pense notamment chez les gars... Vincent Laperle, j'avais un blanc. Vincent Laperle, qui l'année passée était recrue de l'année, était un des meilleurs nageurs à l'échelle canadienne même, qui était absent. L'année passée. Ouais, donc, malgré l'absence de quelques éléments clés, les nageurs et nageuses qui étaient là ont très, très, très bien fait. Tu sais, il faut dire que l'an passé, on avait remporté une médaille individuelle. C'était Marie-Lou Lapointe qui avait remporté une médaille. Et là, cette année, on a 4 médailles individuelles. Anaïs Arlandis au 100 mètres papillon. Thomas Lafontaine-Giguère, le bronze au 50 mètres d'eau, qui en a profité aussi pour battre un record carabin. Donc, 24 secondes 76 centièmes. Donc, une médaille et un record carabin, pourquoi pas. Bravo.
Marie-Lou Lapointe, qui était notre seule médaille individuelle l'an passé, 50 mètres papillon. Marie-Lou Lapointe, qui joue une parenthèse, on disait que c'est sa 5e année et elle a gagné une médaille individuelle dans chacun de ses 5 championnats du sport. Donc bravo, félicitations. Oui, vraiment. Belle réussite. Et finalement, Antoine Bernard-Lalonde, le bronze également aux 50 mètres libres. Tu sais, c'est quand même des 4 distances. médailles de bronze. 4 médailles de bronze, puis c'est des distances qui sont vraiment excitantes. Là. Tu sais, des 100 mètres et des 50 mètres. Là. Pour ceux qui n'ont jamais assisté à des compétitions de natation, là, c'est bruyant. Tu sais, c'est vite, là, c'est des 20 quelques secondes. Là. Donc c'est intense, le sprint, puis de monter sur le podium quand on sait que les universités comme UBC, Toronto sont vraiment, ils ont vraiment des Olympiens. Ben, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Là. C'est qu'au Québec, les Carabins sont bien positionnés, une bonne équipe et tout, puis à l'échelle nationale également aussi. Mais là, on arrive dans une piscine avec des machines, là. Ah oui. Vraiment, donc. Ben, on a déjà eu des Olympiennes ici aussi. Ah, 100%. Mais là, vraiment, on a des Marcus Thornmeyer et tout, t'as des brutes, là, puis par les années passées, t'avais Kylie Mass et tout, t'avais vraiment des nageurs reconnus internationalement. Ouais. Pas juste sur la scène universitaire, la scène senior mondiale. Générale, exactement. Donc, évidemment, c'est pas une compétition facile. Une médaille de bronze, c'est ardu à aller chercher. Là. Vraiment. Et on a acheté une autre médaille de bronze, donc on a terminé avec 5 médailles de bronze. Celle-là, c'est au relais 4 fois 100 mètres libres. Du côté féminin, donc Anaïs Arlandis qui a une deuxième médaille, Charlotte Beauchemin, Marie-Lou Lapointe également une deuxième médaille, et Frédéric Signa, donc le bronze aux 4 fois 100 mètres libres. Bravo, mesdames. Donc, belle performance d'équipe, et pour avoir parlé à l'entraîneur-chef Pierre Lamy, résumé un petit peu tout ça, il me disait, je suis vraiment satisfait des performances, mais surtout de l'ambiance et de l'énergie que les nageurs et les nageuses ont amené. Il disait, c'est bruyant, puis au Québec, souvent on fait partie des favoris, on arrive là, on est confiant, et tout, là on arrive là, puis on est confiant, là, mais on sait qu'on n'est pas nécessairement les favoris, puis on a gardé la même énergie, la même ambiance, puis c'est important d'encourager et tout, puis il dit, on a vraiment été une équipe encore une fois là-bas, donc satisfait des résultats, mais satisfait aussi d'ambiance et de l'énergie qu'on a amené là. Donc c'est pas une saison facile, cette de natation, on les voit moins souvent, il y a pas eu de compétition cette année au Sepsum. Ces athlètes-là, moi, c'est parmi ceux qui m'impressionnent le plus. Là, je veux dire, se lèvent à comme... les entraînements, c'est très, très, très tôt. À chaque matin, à comme, je sais pas, 5h30, 6h dans la piscine, à chaque matin. L'hiver, c'est pas facile, là, quand il fait froid et tout. De sauter dans l'eau en plus. On arrive de travailler, Raph, au Sepsum. On passe à travers le 4e étage avec les tables, puis il y a des certains nageurs qui ont les cheveux mouillés pour faire des devoirs. Là, oui, c'est déjà nagé. C'est terminé, eux. Puis le soir, on retourne s'entraîner. On fait un camp d'entraînement à Aruba. Ouais, Aruba, ça? Là, ça paraît bien comme ça, de dire on va à Aruba puis tout, mais c'était des journées d'entraînement de 8 heures d'entraînement. Bref, tout ce travail-là a payé. Et félicitations, puis on se revoit l'année prochaine. Oui, bravo pour la natation pour cette belle saison-là. Et il y avait également, au même moment, il y avait beaucoup de choses à faire la semaine passée. C'est parce que c'est des grosses compétitions. Grosses compétitions, les championnats provinciaux d'athlétisme, cette fois au PEPS de l'Université Laval, dans la salle, le gymnase d'athlétisme intérieur, la piste intérieure. Une compétition très intéressante, qui se déroulait vendredi et samedi. Évidemment, il y a 2 bannières à l'enjeu, celle chez les hommes et chez les dames. C'est au combiné de tous les points, donc en fonction de la position où on termine une épreuve, on remporte des points. Donc encore une fois, comme la natation, c'est un travail d'équipe dans des épreuves individuelles. Les Carabins, ça a bien été. Je pense que l'entraîneur Éric Janvier était très satisfait au terme de ces 2 jours de compétition. Il me disait, c'est sûr que il aurait aimé remporter la bannière masculine qui a échappé un peu, particulièrement en fin de c'est ça, parce que quand tu regardes le pointage final, tu te dis c'était peut-être pas si serré que ça, là, parce que des fois ça se joue à 1 point ou 2, mais parce que tu y étais, ce qu'il faut dire aussi, c'est que toi t'étais là sur place, mais c'est que les gars ont vraiment été proches quand même un bon moment jusqu'à la fin que là exactement, ça a un peu échappé en fin de compétition, finalement un 2e rang. C'est sûr qu'au volume, le Rougeur a beaucoup d'athlètes qui ont marqué des points. Des fois il y avait des finales, c'est comme 4 coureurs du Rougeur sur 6 ou 8, là, j'exagère, mais c'est pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, c'était vraiment ça, donc marquait beaucoup de points, c'est sûr. On a eu quelques petits endroits où on aurait pu faire des points un petit peu plus que prévu, mais dans l'ensemble, des très bons résultats. C'est très encourageant pour le championnat du sport, où là, on va essayer d'aller chercher des résultats individuels aussi intéressants, se placer aussi un petit peu mieux sur l'échiquier national. On sait que les Carabins, cette année, ont percé le top 10 du sport pour la première fois dans l'histoire. Ouais, puis on même
même grimpé à un moment. Là, je pense qu'on était rendu 7e, je me trompe pas, mais on était jusqu'au 6e rang. C'est très positif. Chez les dames, une 3e place à 2 petits points de l'Université McGill et du 2e rang. Ça, c'est vraiment des poussières, là, finalement. Des belles performances individuelles. J'en parlais rapidement, là, mais Jade Bouchard-Nguyen, qui, elle, a été nommée, soit en passant, athlète de l'année pour la saison complète. Il y avait un athlète de la rencontre. C'est gros, parce que, tu sais, on a eu l'athlète par excellence du côté féminin en athlétisme et en cross-country. Vraiment. Donc, 2 équipes qui sont jeunes, qui sont menées par le même entraîneur-chef, puis on va chercher l'athlète par excellence féminine dans les deux. Donc. Et dans le cas de Jade, j'ai vu des articles sur elle qui ont été écrits récemment là, dans un magazine, Running Magazine, je sais pas trop, un magazine de course. Ça avait été publié récemment sur les réseaux sociaux des Carabins Athlétisme. Jade Bouchard, malheureusement, c'était sa dernière année d'éligibilité, mais a émergé sur la scène de façon spectaculaire. Et là, on la voit, je sais que ça fait plusieurs années qu'elle est bonne, mais là, je la voyais, moi, pour la première fois de mes yeux propres sur place. Et elle domine absolument. Là, sur la compétition, c'était pas chic, là, vraiment. Tu me trompes pas, elle étudie en nutrition, Jeanne. Ouais, elle est à la maîtrise en nutrition. Ça, c'est sharp, là. T'es bonne en athlétisme, t'étudies en nutrition. Tu manges bien. T'es tout l'inverse de moi, finalement. Non, mais tu dois te sentir bien en dedans, bien dans sa peau, là, effectivement. Nettement mieux que moi qui venait de manger du Ashton. Oui, donc Jade, effectivement, dominante. Une médaille d'or aux 600 mètres, aux 1000 mètres et au relais 4 fois 200 mètres. 4 x 400, pardon, excusez-moi. 4 x 200, c'était la médaille d'argent. Donc, très bonne fin de semaine pour Jade Bouchard, qui, sans passer aussi, a gagné le prix de l'engagement social et le leadership. C'est ça. Vous RSEQ, bravo. Femme parfaite, finalement. Aussi également, Audrey Jackson a montré de très belles choses. Elle qui avait eu, on lui en a parlé il y a quelques semaines, une petite blessure cette année. Elle avait ralenti. Elle s'est qualifiée au championnat U-Sport sur sa distance qui est le 1000 mètres. Non, que dis-je? Le 300 mètres, pardon. S'est qualifiée. Elle voulait faire parce qu'il y a 2 façons de se qualifier, soit remporter l'épreuve ou de finir le top 12 de la discipline. Donc ça, il faut aller voir le ranking, top 12 au Canada. Le classement top 12 exactement au Canada dans sa discipline. Elle l'a fait aux 300 mètres. Elle a quand même aussi remporté la médaille de bronze aux 60 mètres et a vraiment, vraiment beaucoup aidé le relais qui a remporté la médaille d'or au 4x400. Là, elle a terminé le relais. Elle a rattrapé, je pense que c'était un demi-tour plus tard, elle a pris les devants, elle a pris la tête. Vraiment, ça a été ça, ce relais-là, la médaille d'or, le 4x400. Un très bon travail aussi de Geneviève Paquin dans ce relais-là. Vraiment, une belle course à part des dames. Et Audrey Jackson également, médaille d'argent au 4x200 mètres. Il y a beaucoup de médailles, là, je pourrais pas tous les nommer. Au total, on a eu, si je me trompe pas, 12 médailles chez les gars et 15 chez les femmes. Donc, le résumé est interminable, mais bref, de super belles performances. Dois le mentionner quand même un autre titre provincial au niveau de Émile Olivier, en saut en hauteur, qui lui, c'est vraiment impressionnant parce que quand il a fini sa compétition, puis il a commencé à sauter, je pense qu'à 1m98, je me souviens plus exactement. Il voulait faire 2m15, je pense qu'il avait dit à son passage ici. Il a fait 2m11 finalement. N'a pas réussi à faire son 2m15, mais quand même, félicitations. Parce que tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que les athlètes demandent à l'officiel, mets la barre à telle hauteur. Puis là, tu peux commencer où ce que tu veux. Puis lui commence sa compétition où ce que les autres arrêtent. C'est vraiment incroyable. 2 médailles aux 60 mètres chez les hommes également. Quelle fin de course, faut le mentionner, aux 600 mètres chez les hommes. Zachary Mamayari. Tu l'as vu également, les 2 coureurs, celui du Rouge et Or et celui des Carabins, Zachary, ont terminé à 1 centième de seconde de différence. Les deux ont chuté au fil d'arrivée. Et finalement, malheureusement, Zachary a terminé 2e d'un cheveu. Vraiment rien du tout. À l'heptathlon, Antoine Bérubé a réussi des records personnels à plusieurs épreuves. La médaille d'argent pour lui. Se qualifier pour les championnats du sport. C'est vraiment très bien. Sinon, écoutez, c'est ça. Une longue liste de médailles. On félicite tous et chacun d'avoir réussi ces belles épreuves-là. Mais donc, dans l'ensemble, sur la piste, ça a bien été. Également, sur les épreuves de pelouse, faut le dire, de bons résultats également. En saut en hauteur, Annie Durand-Marandi terminé avec la médaille de bronze chez les dames et la médaille d'argent pour Clément Moujol au saut en longueur chez les hommes et médaille de bronze au sympathique Louis-Philippe Savoie qui lui lançait du poids.
Lui qui fait partie de notre équipe de rugby aussi. Donc, voilà, c'est un costaud. Oui. Là, c'est ça, c'était drôle parce que. Philippe qui a ça à la main, là, t'as peur pour toute ta main. Ah oui, jeudi, j'ai croisé l'équipe d'athlétisme dans l'entrée du Sepsum. C'était beaucoup des coureurs, donc des athlètes plus minces, lancés, bref, shape de coureur. Ouais. Et il y avait lui qui est plus costaud et tout. Il clashait un petit peu, mais c'est ça l'athlétisme, il y en a pour tout le monde. Oui, toutes les shapes, toutes les forces, les puissances, bref. Mais il fait avec sourire et entrain, encourageait ses coéquipières. C'était vraiment un très beau moment. Donc félicitations à l'équipe d'athlétisme. Belle fin de semaine au niveau du PEPS. Ils ont les a chauffés. C'était vraiment intéressant. Puis une rivalité Caramel-Rouge-et-Or très vivante en athlétisme, on le voyait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'elle n'existait pas vraiment avant, parce que, tu sais, probablement notre équipe d'athlétisme n'est pas très très vieille, tandis que Laval domine depuis un bon moment. Ouais. Puis, là, nous, c'est ça, là, on termine deuxième, on est dans le top 10, donc on est là, donc une nouvelle rivalité. Toute là. Rouge-et-Or Carabin. Samedi, Raphaël, également, il y avait du cheerleading à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, donc notre équipe de cheerleading qui a terminé au deuxième rang derrière le Vert-et-Or de l'Université de Sherbrooke. C'est le volet co-ed, faut le dire. Le volet co-ed, exactement. Donc, l'équipe de cheer qui a terminé au deuxième rang. Première, parce que c'est tout le temps deux prestations exactement qu'on fait. Donc, qui sont jugées. Première prestation un petit peu plus difficile. On a perdu quelques points de déduction. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, je dis plus difficile, mais c'est des mini détails. Plus ça nous enlève des points. Et ça se termine toujours, là, par quelques points. Parce qu'au total, on a terminé avec 188,48 points. Et le Vert-et-Or avec 190,62. Donc, c'est 2 points, quelques points, là, qui ont fait la différence. Mais, donc, on perd quelques points, déduction à la première performance. On revient pour la deuxième. Parfaite, pas de déduction. Donc, ça montre quand même une belle force de caractère, mais l'entraîneur-chef Caroline Landry disait que c'est sur ça qu'elle veut travailler d'ici le championnat provincial, ça qui est la prochaine compétition exactement. C'est dans un mois? Je pense que c'est le 22 mars de mémoire, mais là c'est ma mémoire. Ouais. Quand ça s'en vient. Oui, je suis fort. Pow! Exact. 21, week-end du 21 mars. Donc il nous reste un mois, puis elle a dit ce qu'on veut travailler en ce moment, on va vraiment travailler sur tous les scénarios qui peuvent arriver. Si quelqu'un se blesse, si on doit changer, si on va faire mais je veux aussi qu'on travaille sur notre aspect mental, parce que cette année, c'est arrivé à quelques occasions que on a eu une déduction à la première performance et qu'on a été parfaite à la deuxième. Elle dit, ça montre une belle preuve de caractère, mais là, aux provinciaux, cette compétition-là compte pour 50% de la note finale des points de la saison. Donc, tout est encore vraiment possible de remporter la bannière. Donc, elle dit, si on est capable d'offrir 2 performances sans déduction parfaite, on est en très bonne position pour remporter la bannière. Donc, c'est ça a très bien été pour notre équipe de cheerleading. Sinon, ça se terminait avec programme double de soccer. Ben oui, c'est ça. On finit avec ça, là, rapidement. Programme double de soccer intérieur. On affrontait les citadins de l'UQAM. Du côté des hommes, victoire de 3-0. Junior Camara, Quentin Pommier et Karim So ont marqué. On demeure au premier rang du classement avec une récolte de 14 points. Tu sais, depuis le début de la saison, on a marqué 20 buts, on en a accordé 4. Bonne statistique, ça va bien. Pour les triples finalistes au niveau national. Donc, on est au premier rang du classement général. Et du côté des femmes, c'est une match nul de 2-2, toujours face aux citadins. Maxime Nobert et Sonia Hannigan qui ont marqué. Du côté des filles, on est au deuxième rang du classement RSEQ avec 13 points. Et notre prochain match, c'est face aux GGs Ottawa qui, eux, sont au premier rang. Donc, gros match. Il faut savoir qu'en soccer intérieur, on le répète à chaque semaine, mais si vous n'étiez pas à l'écoute, pas de séries éliminatoires. Ceux qui vont gagner la saison régulière gagnent la bannière. Donc, on est bien positionnés. Chez les gars premiers, chez les filles deuxième. Excellent. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, nous, on se retrouve demain, comme on le disait, avec une invitée très spéciale de l'équipe de hockey féminin. Annabelle Faubert, jeune recrue de la formation féminine de hockey qui a marqué le but gagnant de la demi-finale qu'on a remporté contre les Stingers de Concordia dimanche dernier. Donc, on se voit demain, Raphaël. Merci beaucoup pour ce résumé, ma foi passionnant. On espère vous avoir transmis toutes les émotions qui étaient présentes au Sepsum et sur la route ce week-end. De beaux moments, le cœur rempli de joie. On vous dit au revoir et à demain. Bye bye!